Bonsoir et bienvenue dans l'atelier découverte de l'investisseur Tortue, atelier découverte du 22 mars dédié à l'investissement locatif en loi Pinel. Ensemble, on va voir ensemble comment, en comprenant les avantages et inconvénients de ce placement, comment nous allons répondre à deux questions que j'estime primordiales sur cette thématique, à savoir, est-ce que c'est vraiment rentable et est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas? La loi Pinel, pour vous la présenter, je voudrais décliner le plan sous trois grands axes. Premier axe, on va voir ce que signifie vraiment investir en loi Pinel, quels sont les éléments qui sont regroupés sous cette forme d'investissement. Ensuite, on va voir comment se déroule cet investissement, quelle en est la chronologie, quelles en sont les étapes. Et puis nous terminerons avec une synthèse avantages et inconvénients en utilisant une comparaison avec l'immobilier ancien. Alors rentrons dans le vif du sujet, l'investissement Pinel, qu'est-ce que? Eh bien, il y a une définition, somme toute assez simple, de la loi Pinel, du dispositif Pinel, indiquant que ce dispositif s'applique pour toute personne physique qui investit dans un logement neuf, satisfaisant à la norme BBC 2005, bâtiment basse consommation, ou à la réglementation technique 2012, un appartement ou un logement destiné à la location qui permet de réduire les impôts de l'investisseur jusqu'à 21% du montant de son investissement, avec un engagement minimum de location de 6 ans. Pour schématiser cette définition, je vous propose de la découper en trois grands chapitres. On parle d'acheter un logement neuf, respectant certains critères de construction, des critères de modernité, puisqu'il est question de la réglementation technique 2012, qui va bientôt devenir réglementation technique 2020. On était sur des bâtiments basse consommation, et dans les années à venir, nous allons même entrer dans l'ère des bâtiments passifs. Donc on est sur en fait un achat de logements neufs, de qualité. Deuxième point, un bâtiment situé dans un secteur défini comme tendu en matière de logement, d'offres de logement et de possibilités de location. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres sur ces secteurs. Et pour terminer, un logement loué destiné à des personnes dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds de ressources, vous le verrez, qui sont somme toute assez élevés. Donc, déclinons maintenant le calcul de la fiscalité, les fameux 21%. Comment ces 21% se matérialisent quand on fait un investissement Pinel? On pense tout de suite réduction d'impôts. Voyons comment il se décline. Je prends l'exemple, je prends le cas d'un logement d'une valeur de 160 000 euros situé sur le secteur de Montpellier et qui serait loué à un couple de jeunes ingénieurs dans les télécoms, ce qui, pour le cas présent, est un cas réel. La réduction d'impôt que permet cet investissement est une réduction de 3 200 euros par an d'impôt pendant 9 ans, puis une réduction de 1 600 euros par an pendant les 3 années suivantes, ce qui fait bien un total de 33 600 euros pour une période globale de 12 ans, soit 21% des 160 000 euros initialement investis. Alors comment faire une règle un petit peu plus simple pour se souvenir de ces réductions d'impôt? Retenez 2% du montant de l'investissement par année pendant 9 ans, 9 fois 2 égale 18, puis 1% pendant encore 3 ans, donc 18 et 3 font bien 21, on est bien à 21% de réduction d'impôt, et cette réduction d'impôt, je viens de vous la présenter sur 12 ans en global, mais retenez bien que l'engagement minimum de location n'est que de 6 années. Si jamais, en tant qu'investisseur, vous souhaitez changer l'utilisation du logement que vous avez acquis, vous pouvez tout à fait le faire, mais une fois le premier engagement de location dépassé, si vous vous êtes bien engagé déjà sur 6 ans. Donc en résumé, un achat en Pinel en 2018, qu'est-ce que cela concerne effectivement? Eh bien, nous sommes sur une réglementation technique, c'est-à-dire un niveau de finition de bâtiment. Pourquoi? Parce que cette réglementation technique est issue du Grenelle de l'environnement, dont tout le monde, normalement en France, a un jour ou l'autre entendu parler, dont la finalité est de réduire la facture, faire des économies à la France sur la facture énergétique du bâtiment, en général, et notamment tout ce qui serait consommation électrique. Donc ça, ce sont des termes qui ont été établis lors du Grenelle de l'environnement. Il y a donc une
volonté de l'État de faire avancer ces constructions, d'où une carotte fiscale. On va chercher à faire du neuf, et à faire du neuf peu consommant. Ensuite, on va être sur des secteurs, mais des secteurs très demandeurs. Le Pinel, en 2018, a été recentré sur des secteurs vraiment assez ciblés, qui, en général, concernent Paris et les grandes métropoles françaises. Après, il y a des petites exceptions parsemées en France, mais les grandes thématiques restent Paris et les grandes métropoles, le bassin genevois, l'agglomération lyonnaise, la Côte d'Azur, la région toulousaine, le Bordelais, Nantes. On est sur les grands pôles sur les grandes villes françaises, dont techniquement les afflux de nouveaux arrivants dépassent l'offre actuelle en immobilier. Et puis pour terminer, des locataires qui finalement gagnent plutôt bien leur vie, puisque on sait que les logements de type Pinel sont réservés à des personnes dont les revenus sont plafonnés, sont limités. Pour autant, par limité, on est sur des personnes qui, donc là je vous ai fait le cas d'une personne seule, mais pour un couple vous multipliez tout par 2 et ainsi de suite. Pour une personne seule, selon le secteur, qu'on soit en Paris centre ou en bassin genevois et autres, donc les secteurs éligibles au dispositif Pinel, nous parlons de revenus, de plafond de revenus de l'ordre de 2500 jusqu'à 3100 euros par mois. Donc on est déjà sur des cadres ou des ingénieurs, voire des fonctionnaires, c'est-à-dire des locataires qu'on pourrait qualifier de qualitatifs. Passons maintenant à la phase chronologie. Comment se déroule en fait un achat en Pinel ? Eh bien, c'est tout simple, puisqu'en fait un achat en Pinel se déroule absolument comme un achat dans le neuf. À savoir, il s'agit d'identifier un bien et de signer ce qu'on appellera un dossier de réservation. Ensuite, on ira chercher un financement, et je vous précise ici, on y reviendra, il ne faudra pas acheter cash un appartement de type Pinel. Une fois que le financement est obtenu, on ira chez le notaire pour acter la vente, puis le bien sera livré selon l'avancement des travaux. Parfois, le bien sera déjà livré lors de la signature, mais majoritairement, on sera dans des cas où la livraison du bien, comme on est sur un bien neuf, les travaux seront terminés sous un échelon de temps de 6 à 18 mois. Puis ensuite, il faudra mettre en place des locataires et également gérer le bien. Et in fine, il s'agira de le revendre, voire de changer la destination du bien, c'est-à-dire de peut-être changer le mode de location, habiter soi-même le bien. Il y a effectivement plusieurs issues possibles à ce projet, avec une cerise fiscale quand même par rapport à un achat dans le neuf hors Pinel. La cerise fiscale est que dans la déclaration d'impôt que vous ferez l'année suivante, en N+1, vous allez donc indiquer votre achat, ce qui vous rendra donc éligible à une réduction d'impôt de 2% par an du montant que vous aurez investi. Donc je reviens sur la notion de 2% par an les 9 premières années, puis 1% par an les 3 années restantes. Donc là, c'était une généralité, une chronologie globale. J'aimerais revenir un peu plus dans le détail sur 3 grands moments ou 3 grandes étapes de vie de ce projet. La première phase de ce projet concerne l'achat. Oui, parce que à l'achat, c'est là que va se définir toute la technicité, tout le montage global de ce projet. Donc il est important de s'y arrêter. On commence, dans le cadre d'un achat d'un dispositif Pinel, on commence par s'arrêter sur votre avis d'imposition. Puisque l'idée finale de ce dispositif est de vous permettre de réduire vos impôts, il va de soi qu'il faut déjà savoir combien vous payez actuellement d'impôts et éventuellement projeter combien vous gagnerez et donc combien vous payerez d'impôts sur les années à venir. Ensuite, cela nous permet d'identifier un logement au prix adapté, et par prix adapté j'entends un prix adapté en termes de capacité d'endettement de l'investisseur et également en termes de montant de la réduction d'impôts souhaitée. Il va de soi que nous n'allons pas réduire davantage les impôts que le montant payé actuellement. C'est toute la différence entre un crédit d'impôt et une réduction d'impôt. La réduction d'impôt est une simple soustraction, et si cette soustraction amène à ce que l'investisseur soit en dessous de zéro en termes d'impôts à payer, alors là, le législateur ne vous rendra aucune somme, vous serez simplement à zéro, et il n'y aura pas cette notion de crédit d'impôt qui, le cas échéant, en cas de crédit d'impôt, vous sera redonné l'année suivante et ainsi de suite. Là, on est bien sur une réduction d'impôt, donc il n'est absolument pas nécessaire d'acheter un logement
qui viendrait à réduire le montant de vos impôts davantage de ce que vous payez actuellement. Mais une fois qu'on a le prix adapté du logement, deuxième point, il est très important également de le comparer avec le prix du marché. On va confronter le prix proposé par le promoteur pour l'achat de ce logement avec les prix effectivement pratiqués sur la zone que nous aurons choisie. Pour cela, il faudra effectivement tenir compte, pour faire cette comparaison, il faudra tenir compte des niveaux de finition, puisque typiquement, dans un appartement neuf de type réglementation technique 2012, vous êtes sur des bâtiments peu consommateurs en énergie. Majoritairement, en tout cas dans les projets que moi je mène avec mes clients, ce sont des projets dont les salles de bain sont équipées, les cuisines sont équipées, meubles hauts, meubles bas, hottes, plaques électriques. Vous avez en général également des niveaux de finition global assez sympathiques avec les stores électriques, du carrelage de beau format, et puis en général 1 à 2 places de stationnement. Une fois que le prix est validé et que le bien également en général est validé, on pourra donc signer un dossier de réservation. Ce dossier de réservation va nous permettre de valider le travail, le début du travail sur ce dossier et de pouvoir le présenter surtout à un banquier pour voir si on peut aller obtenir un financement. Alors je reviens sur la notion de financement ici très rapidement parce qu'on le verra un petit peu plus tard. Ne jamais acheter cash un logement éligible au dispositif Pinel. Tout simplement parce que les revenus fonciers que vous allez générer avec votre investissement vont générer de l'impôt. Et le niveau d'impôt que vous allez générer par les nouveaux revenus fonciers, grosso modo, sera équivalent à la réduction d'impôt auquel vous avez droit. Donc il vaut mieux utiliser le levier du financement, quitte à faire un apport, éventuellement un apport, mais un apport qui serait somme toute faible, puisque on va pouvoir, avec le jeu du financement, utiliser la déduction, entre autres, des intérêts d'emprunt. Donc si vous souhaitez acheter cash un appartement avec une fiscalité avantageuse, il faut vous tourner vers le LMNP, le loueur en meublé non professionnel. Acheter un Pinel cash, fiscalement, revient une opération blanche et n'est donc pas intéressant. Une fois l'obtention du financement validé par le banquier, on pourra alors maintenant passer chez le notaire pour acter la vente, puis aller à la réception du bien livré, qui sera donc neuf, et dont le promoteur vous remettra les clés. La deuxième étape, une fois l'achat, toute la phase d'achat validée, la deuxième phase de vie de ce projet sera donc la phase de gestion-location. Durant cette phase de gestion-location, nous allons commencer par déjà nous adjoindre les services d'une agence, d'un gestionnaire. Donc il faudra pour cela signer un mandat de gestion avec un gestionnaire, avec une agence, ce qui va nous permettre de valider les loyers qui respecteront donc les plafonds du Pinel. Et cerise sur le gâteau, je fais toujours appel à une agence pour gérer ces biens-là pour 2 raisons. La première, tout simplement, c'est que leurs frais sont déductibles. Donc on verra un peu plus loin, j'expliquerai comment et dans quelle mesure. Et notamment parce que, étant moi-même personnellement basé à Dijon, les appartements que je possède tant à Montpellier qu'à Bordeaux, je ne descends pas les gérer. J'ai donc besoin d'un gestionnaire. Et pourquoi je n'achète pas à Dijon? Parce qu'à Dijon, la pression locative ne justifie pas de faire un investissement de ce type, en tout cas à mes yeux. Et ensuite, pour vous donner une fourchette, un ordre d'idée, il faut savoir que les frais de gestion, en moyenne en France, sont de l'ordre de 8% TTC sur la valeur des loyers hors charge. Donc là, on parle simplement des frais de gestion. Dans un deuxième temps, encore une fois pour gérer les locataires, il s'agira de mettre en place une assurance loyer impayé. Toujours vous assurer des loyers impayés de vos locataires. Tout simplement parce que la location, en tout cas la bonne location et la perception de loyer, est la clé de voûte du fonctionnement de votre montage. Donc si demain vous vous retrouvez avec des locataires qui ne payent pas ou des locataires qui vont tourner ou dégrader votre appartement, vous allez devoir vous assurer contre ces dommages. Il y a tout à fait aujourd'hui disponible des assurances de qualité sur le sujet. Ces assurances en général, on va dire en moyenne, vous demanderont une franchise de 2 mois, c'est-à-dire que les 2 mois de location durant lesquels les loyers n'ont pas été payés seront à votre charge quoi qu'il arrive. Du reste, vous serez couvert. Certaines assurances même vous remboursent les 2 mois de franchise. Il s'agit de comparer des fois certains contrats.
Retenez que le coût moyen d'une assurance loyer impayé oscille dans les alentours de 2,5% TTC sur les loyers hors charge. Et cette assurance permet bien évidemment de pérenniser votre montage financier et, encore une fois, est déductible de vos revenus. Le gestionnaire, à ce moment-là, quand les mandats sont signés, vous allez lui remettre vos clés et c'est lui qui va se charger d'aller chercher des locataires, mettre en location votre bien et une fois le bien mis en location, ce qui peut somme toute être relativement rapide, sur les projets de mes clients, ça peut aller de 1 jour à l'équivalent peut-être de 5 ou 6 semaines selon la typologie. Une fois le bien mis en location, vous allez recevoir chaque mois des comptes rendus de gestion qu'on pourrait appeler en quelque sorte des factures mensuelles sur lesquelles vous allez voir apparaître les loyers perçus, les charges facturées à votre locataire, ainsi que les charges facturées par le gestionnaire à vous-même, et la synthèse de cette équation est la somme que le gestionnaire vous versera mensuellement en tenant compte de toute la fiscalité, pardon, pas de la fiscalité, mais de toutes les charges afférentes au projet qu'on va voir un petit peu plus loin. Et la troisième phase maintenant de ce projet, c'est la revente. Alors, la revente ou pas? Pourquoi? Parce que au moment de la revente, qui est une question qui est forcément très souvent soulevée, il va y avoir différentes actions possibles à mener. Retenez qu'il existe déjà 3 engagements de durée de location, à savoir 6 ans, 9 ans et 12 ans. Retenez également que sur les résidences dans lesquelles on va aller chercher des appartements, il va y avoir des propriétaires occupants. Tous les appartements de cette résidence ne sont pas voués à être mis en location, que ce soit en location nue, en location meublée ou en location de type Pinel. Donc, tout le monde ne vendra pas son bien en même temps. À 6 ans, 9 ans ou 12 ans, il y aura des propriétaires qui resteront, il y aura des propriétaires occupants qui resteront, des propriétaires bailleurs qui ne vendront pas tout de suite, qui vendront peut-être plus tard. Donc, il n'y aura pas un bouchon au moment de la sortie, comme certains des fois me le remontent. Retenez qu'il y a aussi des investisseurs qui deviennent même eux-mêmes occupants, puisque par exemple dans le cas d'un appartement sur Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas ou Castelnau-le-Lez, c'est-à-dire proche banlieue montpelliéraine, un bel appartement dans ce secteur peut devenir votre résidence ou en tout cas un logement dans les années à venir. Donc vous pouvez tout à fait vous-même vous retrouver occupant du bien que vous aviez acheté au départ pour faire de la défiscalisation. Et puis également, une des autres issues qui, moi en tout cas, retient souvent mon attention, c'est le fait de pouvoir transformer votre location de type Pinel en location, pourquoi pas, de type meublé, ce qui vous rend éligible à de nouveaux avantages fiscaux. En tout cas, autant de raisons, effectivement, de se donner rendez-vous à la fin de votre engagement de location, puisque aujourd'hui, peut-être vous ne savez pas ce qui sera votre situation dans 6 ans, 9 ans, 12 ans, voire plus, et donc, il faut se laisser des choix possibles. Et quelles sont les situations auxquelles vous pourriez être confronté le moment venu? Peut-être déjà dans un premier temps un besoin de liquidité. Donc pour cela, on vend le bien, on rembourse le crédit et on perçoit la différence. Ou alors peut-être vous avez une fiscalité encore très importante à ce moment-là, vous êtes en pleine activité, et on pourrait passer en meublé et utiliser les nouveaux avantages fiscaux. Ou alors si ça se trouve, comme je l'ai expliqué, le secteur vous plaît et vous le transformez en résidence secondaire. Alors, je voudrais revenir quand même sur ces étapes un petit peu plus en détail et cette fois-ci de façon chiffrée. Quand je parle d'achat et d'achat en financement par opposition à achat cash, quels sont les chiffres, quels sont les ordres de grandeur? Je reprends le cas de notre appartement à 160 000 € en région montpelliéraine. Dans le cas de cet appartement, les loyers pratiqués, on va les arrondir vers le bas, je vais faire une estimation plutôt pessimiste, mais étaient dans les alentours de 400 € par mois. On est un petit peu plus, on fait un calcul facile. Ce projet était financé sans apport, c'est-à-dire que les frais d'acte, c'est-à-dire les frais de notaire et les frais bancaires, étaient inclus dans le crédit. Donc admettons que nous empruntons donc 176 000 € pour financer tout ce projet sans apport. Les loyers perçus, moins les mensualités de crédit, nous indiquent qu'il nous reste un effort personnel de 406 € par mois, chaque mois, du fait que les loyers sont bien inférieurs au crédit.
Le crédit, l'hypothèse de crédit retenue était un crédit sur 25 ans avec un taux nominal de 2,1% et une assurance à 0,35. Donc pour ces montages en général, et je ne vais pas revenir aujourd'hui sur cette mécanique fiscale, mais retenez que je préfère toujours utiliser les crédits longs pour faire de l'investissement immobilier locatif. Ça permet dans un premier temps d'avoir des mensualités relativement basses et surtout d'avoir un pool d'intérêts déductible. Deuxième phase, la gestion-location. Quand nous allons mettre en gestion le bien, on va pouvoir facturer cette fois-ci des charges récupérables aux locataires, à savoir l'eau, les ordures ménagères. Mais également, on va se faire facturer les frais de gestion en tant que propriétaire, c'est-à-dire en moyenne 10,5% des loyers hors charge, la somme frais de gestion 8%, assurance loyer impayé 2,5%. On va se faire facturer également des frais de copropriété, puisque nous sommes maintenant copropriétaires d'un bien s'il est situé en copropriété. On va prendre l'hypothèse de frais de copropriété de l'ordre de 12% des loyers. Et puis, on va encore également avoir la taxe foncière. Alors, il faut retenir que dans le neuf, la taxe foncière est avantageuse les 2 premières années en fonction des secteurs. Il y a des secteurs qui pratiquent des réductions de 50% de la taxe foncière sur 24 mois. Là, je prends l'hypothèse que la taxe foncière est d'emblée au plein tarif et se situe en général aux alentours de 1,5 fois un mois de loyer, c'est-à-dire dans notre cas de figure 600 € par an. Si je reprends le calcul, loyer, charges incluses, mais pas 100% des charges, 100% des charges de copropriété ne sont pas récupérables. Ce qu'on appelle bien charges récupérables ne sont qu'une partie. Dans l'hypothèse ici, on va avoir 48 € de charges de copropriété, dont seulement 40 seront récupérables. Donc loyer plus charges récupérables, 440 €. Notre mensualité toujours 806 €. Les frais de gestion de 10,5%, 42 €. Les frais de copropriété, donc 48 €, les fameux 12%. Et la taxe foncière mensualisée, 50 € par mois. On se retrouve avec un effort personnel mensuel de l'ordre de 506 €, mais avant réduction d'impôt. Appliquons maintenant la réduction d'impôt, puisqu'on est dans la phase de gestion-location, on a droit à la réduction d'impôt. On a acheté 160 000 €, on a donc droit à une réduction de 3 200 € par an les 9 premières années, soit 267 € par mois. L'effort personnel est donc maintenant de 239 € par mois pour acquérir un appartement de 160 000 €. Dernière étape dans ce calcul chiffré, dans 12 ans, donc à la revente, le neuf sera devenu de l'ancien. Et entre guillemets, je souris, mais je dis en général également, l'ancien d'aujourd'hui sera devenu vétuste. Donc il faudra prévoir des travaux, remettre au pot, aller chercher un nouveau crédit, faire du déficit foncier, pour ceux qui utilisent ces mécaniques, des mécaniques très intéressantes et qui méritent d'être calculées en amont. Dans le neuf, en général, les travaux, les 10 premières années, on est couvert par la garantie biennale, la garantie décennale, la dommage d'ouvrage, donc pas de travaux en général à prévoir ou de très petits travaux d'entretien d'usage. Je vais partir sur une hypothèse pessimiste, c'est-à-dire une hypothèse où dans 12 ans, mon prix de vente, ce sera mon prix d'achat. Je vais donc faire 0 de gain en plus-value, aucune revalorisation. L'adage dans l'immobilier est que l'immobilier double tous les 15 à 20 ans. Donc cette hypothèse est plutôt pessimiste, surtout pour des secteurs géographiques porteurs. Mais bon, peu importe, on va simplement respecter la règle, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. À 12 ans, il y a donc un reliquat de crédit. On a emprunté 176 000 €. Au bout de 12 ans, il y a un reliquat encore de 103 000 € de capital à rembourser, ce qui nous laisse 57 000 € de trésorerie au moment de la revente. N'oubliez pas que pendant ces 12 années, vous aurez déboursé 239 € par mois pendant 12 ans, soit 34 416 €. Je le préviens, je l'indique tout de suite, effectivement, hypothétiquement, vous aurez sans doute quelques menus travaux et quelques mois de vacances locatives entre deux locataires. Mais vous pourriez aussi très bien n'avoir aucun travaux et un locataire unique pendant 12 ans. Donc là, on fait la théorie et on ira travailler encore un peu plus les chiffres. 239 € par mois d'efforts, si je devais les placer sur mon épargne personnelle chaque mois pour atteindre 57 000 € de gains au bout de 12 ans, cela reviendrait à placer ces 239 € par mois à 8,17%
par an. Et c'est là pour moi la première fois que m'a frappé ce montage Pinel. C'est là que je me suis dit, en fait, c'est vraiment efficace comme placement. Puisque aujourd'hui, placer de la trésorerie à 8,17%, et je vous ai fait un cas pessimiste, aucune revalorisation immobilière sur 12 ans. On a pris des critères de rentabilité basse. Bref, juste pour faire simple, même en amochant un petit peu le tableau, on est quand même sur des placements qui aujourd'hui ne sont pas disponibles dans le milieu bancaire. 8% pour moi, il faut aller en bourse ou sur des unités de compte dans l'assurance vie. Donc la première fois que j'ai compris ce calcul-là, en tout cas, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'efficace dans le montage du dispositif Pinel. Maintenant, il reste des points discutables, bien évidemment. Par exemple, notamment, je reprends les 3 phases, au moment de l'achat, un des points discutables est le fait que les prix ne sont pas négociables. Donc il est primordial de vous renseigner en amont sur les prix du secteur. Pour cela, avec mes clients, on se tourne vers les notaires, les recherches sur Internet, il y a des sites très fournis sur le sujet, voire même des agents immobiliers locaux, parce que il est primordial de ne pas suracheter votre bien, et donc de bien étudier dans votre dossier de réservation, notamment ce qu'on appelle la notice descriptive, les niveaux de finition de votre appartement pour vous assurer d'avoir un niveau de qualité supérieur si vos prix sont supérieurs. Si vous avez un niveau de qualité comparable avec un prix supérieur dans votre secteur, alors vous faites une erreur. Deuxième point, au moment de la gestion, le fait que le bien soit loué le plus possible, c'est le point central, le pivot financier de tout ce projet. Donc, adressez-vous à de vrais professionnels qui seront engagés dans votre projet à vous fournir le meilleur des services. J'entends par là un conseiller patrimonial qui va vous amener de beaux projets immobiliers, un gestionnaire qui va s'engager avec vous à travailler efficacement la mise en location et le maintien en location de votre appartement. Le cas échéant, pensez à inclure dans vos calculs l'équivalent, on va dire, de 1 mois de vacances locatives annuelles. Votre bien ne sera pas loué 12 mois par an, mais plutôt 11. Ce qui peut être vrai, ce qui peut être loin de la vérité. On a des fois des locataires qui restent très longtemps. J'ai le cas autour de moi d'un locataire qui est resté 33 ans dans son appartement. Donc le propriétaire était plutôt ravi. Mais bon, ce n'est pas le cas général. Et n'oubliez pas, surtout au moment de la gestion d'ailleurs, que tous les frais sont déductibles. Je fais le cas d'une personne, d'un investisseur, qui serait dans le taux marginal d'imposition de 30%. Le taux marginal de 30%, chaque fois que vous allez gagner 100 en immobilier, vous allez donc devoir rendre 30 en fiscalité, plus les prélèvements sociaux qui sont actuellement à 17,2%, soit 47,2%. Chaque fois que vous ferez un gain, vous rendrez 47,2%. Ce qui veut dire qu'un gestionnaire, quelque chose qui vous coûte 100, vous économise 47,2% d'impôts sur le montant que vous avez payé. Donc pour faire simple, chaque fois que vous engagez une somme, imaginez que la moitié de cette somme vous est remboursée en réduction d'impôts. Les mécaniques fiscales ont été évoquées dans différents ateliers. Je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui dessus, mais retenez quand même ce point en particulier. Utilisez les gestionnaires, utilisez les intermédiaires, ils ne vous coûtent pas très cher. Et puis au moment de la revente, la philosophie investisseur tortue est celle du tableau d'amortissement. C'est le document que chacun de mes clients peut vous dire et vous confirmer. C'est le document que je souhaiterais afficher dans la chambre de chaque personne qui fait un investissement locatif, dans l'ancien ou dans le neuf, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que pour moi, tout est là. Chaque mois, du capital est amorti. Donc on ne parie, on ne mise ni sur une augmentation, ni sur une baisse du prix de l'immobilier dans les années à venir. On ne considère qu'une chose, chaque mois du capital est amorti, et pour s'assurer d'un maintien des prix, ni une hausse ni une baisse, mais ne serait-ce qu'un maintien, pour ça, encore une fois, les 3 règles de l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Terminons maintenant cette présentation avec les avantages et inconvénients de ce projet, à savoir d'abord les points forts. Pour moi, il y en a 3. À savoir qu'un projet de type Pinel est rapide, puisqu'il vous faudra environ, en moyenne, 6 heures de travail personnel pour monter votre projet, en partenariat bien sûr avec votre conseiller.
Dans ces 6 heures sont incluses les explications et calculs propres au montage global de ce projet, votre temps personnel pour rassembler les pièces du dossier bancaire, et puis le temps d'aller signer chez le notaire. Non inclus dans ces 6 heures, bien sûr, la journée que vous allez passer pour aller visiter votre appartement une fois qu'il sera livré. Bien évidemment, vous allez voir quand même ce sur quoi vous avez investi, donc cette journée n'est pas incluse dans les 6 heures. Mais retenez que, en général, un projet Pinel est un projet rapide. C'est également un projet simple, puisque en général j'appelle cela de l'immobilier packagé. De l'immobilier packagé, pour moi, c'est un service clé en main dans lequel vous êtes guidé de bout en bout, de A jusqu'à Z, de la sélection du bien jusqu'à la sélection des partenaires. Vous êtes conseillé de façon qualitative par votre conseiller et vous serez d'autant mieux conseillé que ce conseiller aura lui-même de l'expérience sur le domaine ou voire même serait lui-même un investisseur sur ce genre d'immobilier. Et pour terminer, le troisième point positif pour moi d'un dispositif Pinel, c'est qu'en fait ça marche. Personnellement, tous mes clients sont satisfaits de leur projet. Ils étaient tous d'abord curieux, voire méfiants, puis avec le temps et la mise en place et l'activation de leur projet, ils ont tous été étonnés, satisfaits du résultat, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Pinel est quand même un marché qui est porté par plus de 70 000 ventes annuelles, en tout cas c'était les résultats 2017, un petit peu moins 2016, je crois qu'on était dans les 60 000 ventes, et ça fait quand même quelques dizaines de milliers d'investisseurs. Donc parmi ces dizaines de milliers d'investisseurs, il y en a quelques-uns, statistiquement, qui doivent être satisfaits. Je pense pas qu'ils sont tous chez moi, mais en l'état pour autant, c'est un investissement qui fonctionne, et qui fonctionne bien. Maintenant, les points faibles. Et on va pas les masquer, on va pas se les cacher. Pour moi, ils sont au nombre de 3, et ils découlent les uns des autres. Déjà, le premier point faible, le premier point négatif d'un investissement dans le Pinel, c'est le fait qu'on achète cher puisqu'on achète du neuf. C'est comme tout, le neuf, c'est cher. En général, le neuf est plus cher que l'occasion. On peut trouver des contre-exemples. On peut me dire qu'aujourd'hui, une Ferrari F50 se vend plus cher aujourd'hui d'occasion qu'elle ne se vendait neuve à l'époque. Tout à fait. Donc, en général, retenons que le neuf est cher. Et c'est pour ça que je dis et je répète que les prestations du produit fini doivent être une priorité pour vous, à savoir voir dans quel état est la cuisine, la salle de bain, est-ce qu'il y a des parkings, est-ce que la résidence est sécurisée avec une clôture, un digicode, quelle est la qualité du produit fini, parce que s'il est plus cher, on va dire que les prestations locales, ça veut dire que le niveau de finition est également supérieur. Si ce n'est pas le cas, alors il faut revoir le projet. C'est pour ça également que je porte un regard absolument vraiment particulier, privilégié sur les prix du secteur envisagé, et c'est pour ça qu'on s'adjoint les services de notaires, des sites internet, et sachez que sur internet il y a largement de quoi trouver ces informations, voire des agents immobiliers en local, quand vous en avez l'occasion. Deuxième point négatif, sur un achat de type Pinel, c'est que la rentabilité moyenne est plutôt faible, c'est-à-dire dans les 3,5% bruts. Et par brut, j'entends loyer annuel, hors charge, divisé par le prix d'achat. Il faut se dire que dans l'ancien, on obtient assez facilement 5, voire 6% de rentabilité, sans trop d'efforts. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut tenir compte des 2% par an de réduction d'impôt, ce qui porte la rentabilité du projet Pinel, en général, aux alentours de 5,5% brut. Donc ce qui est déjà quand même beaucoup mieux. Mais retenez surtout que dans l'ancien, quitte à comparer ce qui est comparable, vous avez vu les chiffres annoncés sur mon site, à 5 ou 6% dans l'ancien, je préférerais toujours du neuf, de type Pinel, puisqu'on a la même rentabilité finale avec la réduction d'impôt, avec des prestations supérieures. Donc dans l'ancien, quand il s'agira de lancer un projet, on ne le lancera qu'avec des rentabilités au-delà de 8 voire 9%, ce qui est la moyenne de mes investisseurs. En général, quand on monte un projet ancien, on avoisine les 9,5, parfois plus. Le troisième point négatif d'un dispositif Pinel qui découle des deux précédents, eh bien, c'est le fait qu'il y a un effort il y a un effort mensuel de trésorerie. Chaque mois, quelque chose qui vaut cher et qui n'est pas très rentable, quand il y a un crédit en face, ça fait que vous devez faire un effort personnel chaque mois, payer, et ce qui peut sembler contre-productif. Alors, n'oublions pas qu'il y a un effet de levier.
C'est-à-dire que les 239 € d'effort que nous avions calculés précédemment, il y a deux façons de les percevoir. Soit vous avez un excédent de 239 € par mois et vous le payez et vous le déposez sur un placement, quel qu'il soit ces 239 € d'effort personnel vont être en fait la différence entre des loyers que vous percevez et un crédit qui leur serait supérieur, ce qui est le cas d'un achat dans le neuf. Et donc là, vous faites un réel effet de levier. Et cet effet de levier, on va y revenir, c'est ce qui m'a fait changer d'avis dans le temps sur ces investissements. Parce que je vous le cache pas, initialement, je ne suis pas un fan de l'investissement défiscalisant, que ce soit Cellier, Robien, Duflo et aujourd'hui Pinel. Initialement, je n'en suis pas fan, tout simplement parce que quand j'étais chef d'entreprise, que je dirigeais donc une pharmacie il y a quelques années, les vendeurs venaient me trouver, demandaient où était le propriétaire et venaient me voir pour faire un one-shot parce qu'ils estimaient qu'un propriétaire de pharmacie ne regardait pas trop à la signature et donc il venait, se présentait, proposait de signer un dossier de réservation et si je disais non, ce qui était le cas dans 100% des cas, il disait merci puis au revoir. Il n'y avait absolument aucune explication sur l'investissement et surtout chaque personne qui se présentait transpirait le fait de venir chercher sa commission et donc ça me posait un gros cas de conscience. Ajoutez à cela que le contexte autour de moi était très défavorable, à savoir que ce soit à titre personnel ou même mes clients, on a tous, de près ou de loin, un oncle, une tante, une connaissance qui apparemment s'est fait avoir par ce genre de projet. D'ailleurs, ce genre de projet est souvent qualifié de minable ou des appartements pourris, trop chers, trop loin, et ainsi de suite. La liste est longue. Le fait est que j'ai changé d'avis à partir du moment où j'ai eu l'occasion de mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que devenant conseiller patrimonial, quand j'ai fait ma reconversion il y a 5 ans, j'ai fait le choix de me faire mon propre avis sur ces sujets en descendant dans la mécanique, en allant voir les biens, la qualité finale des biens, en allant voir le montage financier en détail, et donc de me faire ma propre idée. Et c'est ce que je propose de vous donner là, sur les 2 points qui me sont apparus comme étant vraiment favorables à ce type de placement. Alors il restera des plus et des moins, mais vraiment j'y suis devenu favorable en fait avec le temps. Parce que déjà, tout simplement, dans un premier temps, à effort mensuel comparable, le Pinel l'emporte sur tous les placements bancaires actuellement disponibles. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, où nous n'avions aucune revalorisation immobilière, où nous avions des loyers qui étaient plus aux alentours de 3% que de 3,5%, où nous avions des frais fixes, somme toute relativement importants. L'effort final mensuel correspondait à une rentabilité de placement de 8,17%. Cela signifie qu'en fait, aujourd'hui, à effort mensuel comparable, je n'ai pas aujourd'hui sous la main de propositions bancaires comparables, que ce soit les livrets, les PEL, voire même les assurances vie bancaires, rien ne dépasse les 2%. Donc, à 8% sur un projet déjà pas très rentable en Pinel, on est simplement 4 fois supérieur à n'importe quel placement bancaire. Et en ça, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, ce placement avait du potentiel. En prenant simplement un simulateur d'épargne basique, on se rend compte que si je réalise effectivement un capital final de 57 000 € et que chaque mois j'ai mis 239 € de ma poche, en partant d'un capital initial de 0, au bout de 12 ans, pour atteindre 57 000 €, il faut placer ces 239 € mensuels à un rendement annuel moyen de 8,17%. J'aurais donc versé 34 416 € et touché 22 592 € d'intérêt. Ce qui est déjà très bien, puisque le ratio est déjà très intéressant, quasiment x2. Sauf que du 8,17% en bancaire, je n'en ai pas. Les placements qui atteignent ce genre de rentabilité, dans le cadre de ce que je connais et recommande, c'est la bourse ou les assurances vie avec des unités de compte, c'est-à-dire on va chercher du rendement en allant accepter un niveau de risque un peu supérieur à ce que proposent les banques. C'est comme ça qu'on arrive à aller chercher du 8%, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait nos contrats l'année dernière, tant sur la bourse que sur les assurances vie. Le deuxième point qui m'a fait changer d'avis,
sur l'investissement, alors pas forcément tant l'investissement Pinel que l'investissement immobilier en général avec un crédit. Mais dans le cas du Pinel là qui va nous concerner, c'est que l'effort mensuel est inférieur au capital que je vais amortir chaque mois d'après mon tableau d'amortissement. Voilà, attention. Qu'est-ce que j'aborde comme concept là? Le tableau d'amortissement. Quand vous signez un contrat de crédit, la banque vous fournit un tableau d'amortissement. Vous savez, ce sont les pages, les 10, 12 pages de chiffres qu'en général on zappe directement pour aller à la dernière page et signer en disant OK. Mais ces 10, 12 pages sont mes pages préférées. Je prends par exemple, dans le cas de la simulation que je viens de vous proposer initialement, je prends le cas du crédit de 176 000 € emprunté sur 25 ans à 2,1%. Si on prend la première année, la première mensualité, c'est-à-dire la mensualité qui coûtera le plus cher en intérêt, puisque les intérêts après vont baisser dans le temps et le capital amorti va augmenter, cette première mensualité donc bien à 805,92 €, soit arrondi 806 €, et sur ces 806 €, il se décline de la façon suivante. 446 en capital amorti, 308 en intérêt et 51,33 € en assurance. Cela signifie que chaque mois, on va faire un effort de 239 € qui va nous permettre d'amortir 446 € de capital. C'est-à-dire qu'on amortira quasiment le double de l'effort d'épargne réalisé chaque mois. C'est ça la vraie force de l'effet de levier. Quand quelqu'un me dit je veux acheter ma maison parce que j'en ai marre de perdre le loyer, de le donner à quelqu'un d'autre, je veux que ça me revienne. Vous faites un levier de 1, puisque le capital, vous faites même un levier un petit peu inférieur à 1, parce qu'il y a des intérêts. Mais ces 806 € que vous mettriez dans l'achat de votre logement personnel viendraient réaliser du capital pour vous. Et là, pour ça, on en est tous d'accord. L'effort du Pinel, et c'est là qu'également mon avis a changé sur ce sujet, l'effort est bien inférieur au capital que je vais amortir. C'est-à-dire chaque fois que je vais mettre 1, je vais rembourser en fait 2 dans mon crédit. Ça, c'est de l'effet de levier, et ce n'est pas propre, ce n'est pas une mécanique qui est réservée au Pinel, mais c'est une mécanique qui est propre au placement réalisé en financement, donc à crédit, de façon générale. Que ce soit des placements immobiliers, des placements en SCPI ou d'autres. Vous avez là, pour moi, la vraie force d'aller chercher un financement, d'aller chercher un crédit pour un achat immobilier, d'autant plus un achat immobilier de type locatif. Ces deux points, l'effort mensuel rentable, qui devrait être rentable à 8%, et l'effort mensuel, encore une fois, qui est bien inférieur, quasiment 2 fois inférieur au capital que je vais amortir, et ça c'est grâce au taux bas aujourd'hui, font qu'aujourd'hui, c'est un investissement que je recommande les yeux fermés, pour peu que le projet initial soit de qualité. Et pour ça, je voudrais faire un comparatif rapide entre deux choses comparables et vraiment compétitives, à savoir le dispositif Pinel et l'immobilier ancien. J'ai pris 4 critères de comparaison qui me semblent des critères à envisager. Vous en avez peut-être d'autres à soumettre et je serais ravi de les entendre. Par exemple, je prends comme premier critère le temps à y consacrer, parce que pour moi, c'est vraiment un des premiers critères de choix. Un dispositif Pinel va coûter environ 6 heures de travail en moyenne à un investisseur. Là où un investissement dans l'immobilier ancien va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai des investisseurs, on est quasiment sur 1 an pour un projet immobilier dans l'ancien, entre le fait de vouloir se lancer, l'explication du calcul et la perception des premiers loyers. Parce que par exemple dans l'immobilier ancien, vous allez vous confronter à d'autres problématiques comme le fait de faire des offres et d'avoir le bien qui vous glisse entre les doigts. Là, pour un dispositif Pinel, le dossier de réservation, il n'y a pas de compétition. Bref. Temps à consacrer, le dispositif Pinel, très peu de temps, l'immobilier ancien, beaucoup plus de temps. On passe ensuite à la rentabilité. Le dispositif Pinel, en moyenne, 3,5% brut, auquel il faut ajouter 2% de réduction d'impôt, donc 5,5%. Dans l'immobilier ancien, en tout cas pour les projets de mes clients, on oscille plus facilement déjà autour des 9,5%. Donc, on travaille plus longtemps, mais on est 2 fois plus rentable. Ok, le ratio est respecté. Si je prends le critère de la simplicité, le dispositif Pinel est un projet packagé. Quelqu'un qui ne connaît rien à l'immobilier
c'est un projet qui lui rend accessible l'investissement immobilier de façon accompagnée, de façon packagée. Dans l'ancien, quelqu'un qui ne connaît rien à l'ancien doit trouver le bien, le négocier, faire des offres, voire même se voir refuser ses offres, se faire financer, aller signer chez le notaire, gérer l'appartement et ainsi de suite. C'est donc beaucoup plus compliqué quand on ne connaît pas, d'où l'avantage du niveau de la simplicité pour le dispositif Pinel. Puis pour finir, la notion d'effort personnel, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un point négatif sur le dispositif Pinel, cet effort mensuel obligé, surtout si le projet est financé ce qu'on appelle à 110%, c'est-à-dire 100% d'immobilier, plus communément admis 10% de frais d'acte, de frais de notaire, de frais bancaires. Là où dans l'ancien, on peut assez facilement, si le projet est bien calculé, fiscalité incluse j'entends, on peut assez facilement aller chercher de l'autofinancement. Si le bien est bien négocié, bien loué, bien financé. Donc, en synthèse, je dirais que le dispositif Pinel, c'est un projet qui est simple et rapide et qui s'adresse à des personnes aux agendas bien remplis, donc qui n'ont pas le temps d'aller chercher faire des propositions, et pour des personnes qui souhaitent développer leur patrimoine grâce à l'effet de levier. Là où l'immobilier ancien respecte lui plutôt l'adage « travailler plus pour gagner plus », à condition somme toute d'avoir bien calculé son projet dès le départ et encore une fois, fiscalité incluse, j'entends. Voilà pour ma présentation, cette première présentation, on va dire, simple et générale de l'investissement Pinel. Pour toute question et information supplémentaire, je vous invite à nous rejoindre sur le site investisseurtortue.com. Vous recevrez les mises à jour sur les différents dispositifs et placements que j'ai l'habitude d'évoquer, des informations générales sur les marchés ou des informations que j'estime intéressantes pour mes investisseurs ou pour mes lecteurs. Et puis également, vous verrez ma philosophie sur l'utilisation des placements. Mais pour ce qui concerne Pinel ce soir, pour toute question complémentaire et éléments d'information que je n'aurais pas évoqués, je vous invite à aller voir sur le site et également éventuellement à m'écrire ou à prendre rendez-vous si vous avez un projet à évoquer. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. Excellente fin de journée à vous et à très bientôt sur l'Investisseur Tortue. Au revoir.